Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans la psychologie de nos relations. Pourquoi on tombe si souvent dans le panneau des partenaires toxiques? On va déconstruire tout ça, esquiver les pièges des rencontres modernes et surtout voir comment se forger une confiance en soi en béton armé, loin des illusions qu'on nous vend partout. C'est parti! Au programme d'aujourd'hui, d'abord, on va voir le fameux piège de l'amour toxique. Ensuite, on parlera des manipulateurs de la séduction. Puis, on fera la différence entre la vraie et la fausse confiance en soi. On s'attaquera aussi à la dure vérité sur les gentils. Et pour finir, on verra ensemble une réinitialisation de vie en 90 jours. Alors, première partie, le pied de l'amour toxique. C'est quand même dingue de voir à quel point on a tendance à confondre le chaos total avec la véritable romance, non? D'un côté, on a cette dynamique toxique. C'est les montagnes russes, c'est dramatique, c'est ultra intense. Et de l'autre côté, la vraie connexion saine, elle est paisible, elle est calme, à tel point que beaucoup de gens qui sont complètement habitués au drame trouvent ça carrément ennuyeux. Et pourquoi on trouve ça ennuyeux? Eh bien, tout simplement parce que le drame, c'est littéralement une drogue. Une relation toxique, c'est super excitant, il y a un côté hyper addictif là-dedans. Exactement comme avec une substance chimique, on finit par courir après ces pics émotionnels de dingue, souvent juste pour fuir un vide ou un grand chaos à l'intérieur de nous. Bref, le drame devient complètement enivrant. Du coup, pourquoi est-ce qu'on répète ce schéma destructeur encore et encore? En fait, très souvent, l'arrogance ou les traits franchement sombres comme le narcissisme, on les prend à tort pour de la vraie assurance. Des fois aussi, on s'accroche au simple potentiel d'une personne ou à son statut plutôt qu'à la réalité. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir de vrais modèles de relations saines en grandissant, on a super vite fait de prendre une dispute explosive pour de la véritable intimité. Allez, on passe à la deuxième partie, les manipulateurs de la séduction. Là, on entre dans les recoins les plus sombres des rencontres modernes. Il y a une technique tristement célèbre chez les pick-up artists, qu'on appelle le neg. En gros, c'est une petite attaque déguisée. Une remarque qui a l'air anodine, mais qui est calculée au millimètre près pour taper là où ça fait mal et créer de l'insécurité. C'est comme un très mauvais vendeur qui appuie bien fort sur vos complexes pour mieux vous refourguer sa solution. Le manipulateur casse la confiance de l'autre pour pouvoir s'imposer en sauveur juste après. Mais soyons très clairs, ces petits tours de passe-passe psychologiques, ça ne marche que sur des cibles qui sont déjà vulnérables. Ça ne fonctionne que sur des personnes qui se sentent déjà mal dans leur peau et ça transforme l'interaction en un échange purement transactionnel, très superficiel. Quelqu'un qui a une estime de soi vraiment solide rejettera immédiatement ce genre de manège. Et c'est exactement la même histoire avec ce qu'on appelle la preuve sociale. Dans le business ou le marketing, montrer que d'autres personnes valident un produit, c'est génial, ça marche à tous les coups. Mais utiliser ça de manière totalement artificielle dans la vraie vie pour essayer de susciter de la jalousie en amour, c'est une catastrophe. C'est littéralement la recette parfaite pour flinguer ma confiance mutuelle de façon définitive. Ce qui nous amène à notre troisième point, fausse contre vraie confiance. Il faut absolument faire la différence entre l'illusion et la réalité. Le narcissisme, au fond, c'est juste un masque qui cache une immense fragilité. La personne a un besoin maladif de tout contrôler pour se rassurer et elle refuse catégoriquement d'admettre ses erreurs. La vraie confiance, par contre, elle n'a strictement rien à prouver. Quelqu'un de vraiment confiant accepte de se tromper, reste hyper ouvert à la discussion et n'a jamais, au grand jamais, besoin de rabaisser les autres pour exister. Ce qui soulève une question vraiment fascinante. Comment est-ce qu'on peut tester ça rapidement? Comment démasquer l'arrogance en quelques secondes à peine? La réponse, elle tient en une seule petite syllabe, mais elle est redoutable. C'est le test du non. Exprimez simplement un désaccord, dites-leur qu'ils ont tort, tout bêtement. Un narcissiste va prendre ça comme une attaque personnelle absolue et il va chercher l'affrontement direct. Et une personne avec une vraie confiance en elle, elle va accueillir cette différence d'opinion avec calme et curiosité. Parce que son ego ne dépend pas du fait d'avoir toujours raison. D'ailleurs, ça nous force à revoir totalement notre vision de la vulnérabilité. C'est pas du tout pleurnicher ou se plaindre dans son coin, c'est s'exposer émotionnellement. C'est littéralement comme monter sur un ring de boxe. C'est prendre le risque, consciemment, de se faire rejeter et d'assumer à 100% ses propres émotions sans jamais chercher de coupable. C'est exactement là que se trouve l'incroyable force du vrai courage. Quatrième partie de notre analyse, la vérité sur les gentils. Ce courage émotionnel, il vient détruire un stéréotype qui a la vie dure. Le mythe du fameux gentil, ça cache hyper souvent une grosse manipulation en coulisses. En gros, on fait semblant d'être sympa juste pour éviter le conflit à tout prix et mendier de l'approbation en retour. Quelqu'un de vraiment bien, c'est avant tout quelqu'un de fondamentalement honnête. C'est une personne capable de dire non avec respect, qui fixe des limites super claires et qui n'a pas peur des vérités qui fâchent. Donc, si ce genre de comportement trop gentil finit par s'effondrer, c'est pas à cause d'un excès de bonté.
C'est simplement le crash d'une façade. On utilise des faveurs transactionnelles pour masquer un grand vide intérieur et un cruel manque de développement personnel. Allez, on passe à notre toute dernière partie, une réinitialisation de vie en 90 jours. Bon, la théorie c'est génial, mais on fait quoi concrètement? Voici un plan d'action hyper structuré. Les 30 premiers jours, le focus est à 100% sur la biologie. On gère son sommeil, on mange bien, on se remet au sport. Ensuite, du jour 30 au jour 60, l'objectif, c'est de se forger une identité loin des écrans en trouvant de nouveaux hobbies. Et pour finir, les 30 derniers jours, on sort de chez soi et on bâtit un vrai cercle social en face à face dans le monde réel. C'est l'essence même du triangle du succès social. On développe un mode de vie et une identité en béton, on apprend à communiquer clairement et surtout, on passe à l'action. Le truc, c'est que même des personnes qui réussissent brillamment dans la vie pro se plantent socialement, parce qu'il leur manque un de ces 3 piliers. Mais si on aligne les 3, honnêtement, créer des connexions authentiques, ça devient complètement inévitable. Le résultat de tout ça, naviguer dans la complexité des relations amoureuses et sociales devient au moins 5 fois plus facile. Quand on a des fondations perso bien solides et qu'on sait exactement qui on est, cette petite quête désespérée et épuisante pour obtenir la validation des autres, eh bien, elle s'évapore d'elle-même. Alors, pour terminer, on a tous une vraie question à se poser. Est-ce qu'on cherche le respect authentique, celui qui demande de se mouiller un peu et d'être vulnérable, ou est-ce qu'on se contente de petits jeux d'attention complètement vides et transactionnels, juste par peur de l'inconnu? Au bout du compte, c'est ce choix-là qui définit toute la richesse de notre vie sociale. À méditer très sérieusement. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.